Aujourd'hui, si on demande aux gens: «Est-ce que vous voulez cumuler un rendement financier avec un impact social, environnemental positif?», bah, la grande majorité va dire oui. Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, pour moi, il est important parce qu'il n'est pas là pour dire: «Bah, voilà, ça va te rapporter tant». Il est là pour te dire: «Mais en fait, quel est ton objectif avec ton patrimoine et comment je vais l'articuler pour que ce soit cohérent avec toi?». On se rend compte, hein, souvent, c'est ça le paradoxe, c'est que comme les clients les plus fortunés sont les plus accompagnés, bah, c'est eux qui font les meilleures opérations, alors que parfois, justement, les clients les moins fortunés, c'est eux qui auraient peut-être besoin des meilleurs conseils. L'avantage de rentrer au capital d'entreprises solidaires pour des particuliers, c'est qu'il y a une réduction fiscale. La loi PEPA, c'est-à-dire que 25% du montant placé, ça vient en réduction d'impôts. Quels sont nos objectifs et à quoi ça vient répondre. Alors que trop souvent, on part sur combien ça rapporte. Et en fait, l'argent, c'est plutôt combien ça apporte. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc-Antoine Noiret, donc le fondateur du cabinet Noiret Patrimoine, donc basé sur Lille, et on va aborder différents thèmes aujourd'hui autour de la finance solidaire d'une façon générale. Mais donc tu as un cabinet donc conseiller gestion patrimoniale. Je vais avoir plein de questions à te poser, hein. Ça va être un épisode vraiment, vraiment excellent, vraiment très, très riche. Juste en quelques secondes, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on puisse avoir un petit peu les différentes solutions que vous proposez? Pourquoi faire appel à un conseiller gestion patrimoine? En quoi vous êtes peut-être différent de certains? Quoi faire de notre argent, etc., etc. Mais avant tout ça, et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc, si je dis pas de bêtises, tu es basé sur Lille. C'est ça. Tu as une trentaine d'années, je sais plus, mais bon, donc voilà, je te laisse la parole, tu le feras beaucoup mieux que moi. Ça marche. Merci Ismaël et merci pour l'échange qu'on va avoir. Donc moi, je m'appelle, tu l'as dit, hein, Marc-Antoine Noiret, j'ai 28 ans et en fait, j'habite à Lille depuis toujours et j'ai créé un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé sur la thématique de la finance solidaire avec toute une réflexion de comment l'argent peut être utile en fait, avoir un impact positif dans la société, que ce soit sur le volet social, environnemental, etc. Donc moi mon parcours, c'est que j'ai fait une école de commerce à Lille toujours qui s'appelle l'ISEG et j'ai fait un master finance. Euh, Pourquoi? Parce que la finance, c'était un sujet qui me passionnait. Je trouvais que intellectuellement c'était super stimulant et je trouvais que ça permettait de comprendre aussi pas mal le monde dans lequel on vivait. Euh, et du coup, c'est un master qui m'a vraiment passionné, que j'ai eu la chance en fait de faire en alternance. Simplement, comme quand on fait de l'alternance, il faut trouver une entreprise et un secteur d'activité bien spécifique. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de garder une relation humaine quand même dans ce milieu financier, en disant, bah d'accord, la substance financière m'intéresse intellectuellement, mais j'ai envie quand même d'avoir un métier où je suis en relation avec des gens, avec qui je peux apporter un service et une relation humaine très forte. Et du coup, c'est comme ça que le conseil en gestion de patrimoine est venu un petit peu de lui-même, en fait, hein, parce que c'était un métier où les sujets sont quand même assez variés, la fiscalité, enfin, je pense qu'on va en parler, hein, la fiscalité, le volet l'analyse financière, le côté allocation d'actifs, l'économie en règle générale, la macroéconomie, et la relation humaine est très forte puisqu'on rentre quand même dans l'intimité de nos clients. Euh, les clients, on connaît leurs objectifs patrimoniaux, leur situation familiale, leurs revenus, leur patrimoine, leurs relations aussi avec les membres de leur famille et ce qu'ils veulent faire. Enfin, donc on va chercher parfois des objectifs patrimoniaux qui sont très profonds. Et donc, du coup, ça crée une relation, une intimité qui, moi, je trouve, est super. Euh, Parce qu'on a un rôle. Alors, il y en a qui parlent de médecins qui ont un rôle comparable aux médecins de famille ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est vrai, quand on fait vraiment le métier euh, jusqu'au bout, je trouve que c'est une super relation humaine. Et donc, je suis venu
dans ce secteur d'activité, bah voilà, vraiment par cette envie de cumuler le côté financier pour ma stimulation intellectuelle et le côté relation. Donc j'ai fait une alternance pendant 2 ans. Alors je sais pas si tu veux que je continue un petit peu, hein. Si, 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 vas-y, c'est très, très libre. Et du coup, après, bah, j'ai fait mon alternance pendant 2 ans dans un cabinet de la métropole lilloise, voilà, où j'ai beaucoup appris, où bah, j'ai appris déjà le métier, forcément, et où aussi j'ai pu bah, constater ça, hein, que le conseiller financier, il avait une importance importante dans la vie de certains clients. Et donc, au fil des échanges que je pouvais avoir avec mes clients, j'ai eu quelques remarques en disant, bah, en fait, moi, mon patrimoine, d'accord, je veux qu'il soit bien investi, je veux préserver mon capital, le faire fructifier efficacement, etc. Transmettre à mes enfants, enfin voilà, tous les sujets patrimoniaux assez classiques, je dirais. Mais ils m'ont quand même interpellé en disant, ce que je voudrais, c'est aussi que cet argent, il soit investi en cohérence avec mes valeurs. Disant, bah en fait, et c'est là où j'ai compris quelque chose d'assez important, c'est que l'argent, ça provient toujours du fruit du travail ou d'un héritage familial, mais c'est quelque chose qui a une valeur symbolique très très forte. Ouais, 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 on y reviendra, ouais. Mmh. Et du coup, au moment de l'investissement, on veut que cette valeur symbolique, c'est-à-dire soit conservée en fait. Et donc, je prends l'exemple, hein, souvent le cas le plus caricatural, mais c'est un chef d'entreprise qui toute sa vie travaille à mettre bah, de la bienveillance dans le traitement de ses collaborateurs, à créer du lien avec ses différents parties prenantes, etc., etc. Bon, le jour où il vend son entreprise, qu'il a 65 ans et que ça devient une ligne de trésorerie, bah voilà, il veut que ce soit investi avec toutes les valeurs qu'il a mis dans son entreprise. Et du coup, j'ai commencé à chercher, et c'est là où après, bon, on va aborder le sujet de la finance responsable solidaire, mais j'ai commencé à chercher sur le marché ce qui se faisait, donc comment fonctionnent les labels. J'ai été quand même pas mal déçu, honnêtement, hein, par ce qui se faisait au départ. Hein. Donc je parle de ça, on est en 2015, 2016. Mmh. J'ai été pas mal déçu par ce que j'ai pu trouver sur le marché, parce que je trouvais que ça répondait pas de manière assez forte, en tout cas aux attentes des clients. Mais petit à petit, j'ai creusé. Puis bon, après, c'est un petit monde. Hein, donc par le fil des rencontres, j'ai un côté un peu obtus. Du coup, voilà, j'ai découvert en fait l'économie sociale et solidaire, quelques pionniers de la finance solidaire qui avaient une réflexion quand même assez profonde. Et je me suis dit, bah, ok, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Et donc, à la fin de mon alternance, donc j'ai été diplômé, j'avais travaillé dans le cabinet, et j'ai décidé de me lancer en disant, bah voilà, il faut créer un modèle de cabinet où on réponde à cette attente forte des clients de comment est-ce qu'on peut donner un impact positif à l'argent. Enfin, je pense que le timing, ça fait aussi beaucoup de choses. Et en fait, j'ai créé ça à un moment où ce sujet a pris beaucoup d'ampleur, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus. 5 ans après, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est mis au bon moment sur le bon sujet. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, la finance solidaire, l'investissement socialement responsable, ça enregistre des taux de croissance assez extraordinaires. Alors que justement, moi, les pionniers que j'ai rencontrés il y a 5 ans, ils me disaient, bah voilà, il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin et y aller parce que ça fait 20, 30 ans qu'on essaye et que bah voilà, on sent qu'il y a des gens qui étaient militants sur ces sujets-là et maintenant on sent que ça se démocratise et je trouve que c'est tant mieux. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, écoute, merci pour cette, excellente, introduction. Donc du coup, ouais, ça t'est venu vraiment sur ton cursus, on va dire, scolaire et cetera. Est-ce que dans ta jeunesse, au niveau de ta famille, peut-être tes proches, tu avais peut-être déjà une petite fibre, ou quelqu'un, heu, a participé peut-être à te donner cette fibre sur, d'une part, le côté gestion, de la finance et deuxièmement sur le côté, heu, des valeurs que tu évoques, donc la finance solidaire, le partage du profit, donner du sens à son argent, à ses investissements. Est-ce que peut-être dans ta jeunesse, tu as eu aussi des aspirations un petit peu comme ça? Bah, sur le côté solidaire, enfin, j'ai toujours été pas mal investi dans le domaine associatif. Enfin, j'ai été scout, chef scout, etc. Donc c'est vrai que ces sujets-là m'ont toujours pas mal interpellé. Ensuite, j'ai quand même dans mon cadre familial, oui, je veux dire, j'avais quand même pas mal de discussions économiques avec mes parents, avec mon père en particulier, où c'est vrai que c'était un sujet qui m'intéressait et lui aussi, donc ça permettait de pas mal échanger. Et puis après mon cursus, c'est-à-dire école de commerce où bah, on s'intéresse à la macroéconomie, à tout ça, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Et c'est vrai que quand j'avais des échanges justement avec même mes copains, hein, quand je disais que j'étais conseiller financier,
il y avait toujours un peu cette caricature qui pouvait revenir en disant bah oui, tu vas travailler pour les riches pour faire de l'argent avec de l'argent, etc. Et ce que j'ai entendu en fait, en disant bah pourquoi est-ce qu'on a une image comme ça alors qu'en fait tout le monde gagne de l'argent autour de nous et que tous mes copains avaient un travail, ont une rémunération. Et du coup, c'est vrai que c'est le fruit un peu de tout ça, hein, évidemment, qui a fait qu'à un moment je me suis dit bah il faut lancer un cabinet différent, positionné différemment, qui propose des produits financiers et d'investissement différents et avec un modèle aussi du cabinet, mais on y reviendra, qui est différent. Exactement, oui, c'est exactement le sens du podcast de la bonne fortune, en tout cas depuis sa création, c'est de justement venir aussi participer, en quelque sorte, à casser ces tabous sur l'argent. Parce que je suis intimement convaincu que l'argent, c'est un moyen. On vit, en tout cas pour les Français, les francophones, dans un monde où l'argent est une utilité, mais enfin même essentielle, limite vitale, pour faire ses courses, pour voyager, pour euh, d'usage quotidien. Donc, à mon sens, c'est vrai que ces clichés dont tu parlais n'ont plus de sens aujourd'hui, et il y a encore peut-être un peu trop de barrières, même au sein des familles ou avec les proches, sur le sujet de l'argent. Avant de commencer par pour voir un petit peu à quoi servent d'une façon générale les conseillers de gestion patrimoine, et particulièrement votre cabinet qui est engagé. Qu'est-ce que pour toi l'argent, qu'est-ce que ça représente? Vaste sujet. Pour moi, il y a trois fonctions en fait à l'argent. Il y a la fonction, l'argent, ça permet trois choses. Ça permet de consommer, ça permet d'investir et ça permet d'être donné. C'est ça les trois utilités de l'argent. Euh, Karl Marx, il appelait ça le bien absolu, parce qu'en fait, ça permet la possession, ça permet la représentation sociale, ça permet parfois le pouvoir, ça permet plein de choses. Et du coup, c'est pour ça, en plus, dans des sociétés, je veux dire, chrétiennes, où le lien avec l'argent a toujours été quand même un peu plus parfois compliqué, il y a quand même une réflexion en disant, bah voilà, comment est-ce que euh, l'argent peut être un moyen et pas un but. Et donc l'argent, c'est un bien, c'est une matière quand même un peu spécifique parce que quand on est conseiller financier, on vend des perspectives de rendement, on vend une protection, mais on vend des placements, ça reste de l'argent et donc c'est un bien qui forcément doit nécessiter une approche particulière. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure parce que j'ai lu un bouquin justement sur ce sujet qui en fait expliquait que les premières pièces de monnaie qui avaient été retrouvées dans le bassin mésopotamien, c'était une déesse en fait enfin, il y avait l'effigie d'une déesse sur ces pièces et c'était à la fois la déesse de la fécondité et la déesse de la mort. Et c'est vrai qu'en fait l'argent, bah, ça peut être un super moyen et ça peut être un très mauvais but. Et c'est pour ça qu'en fait le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, pour moi, il est important parce que il est pas là pour dire bah voilà ça va te rapporter tant. Il est là pour te dire mais en fait quel est ton objectif avec ton patrimoine et comment je vais l'articuler pour que ce soit cohérent avec toi. Et c'est une autre approche, c'est-à-dire que normalement, je dis bien normalement, hein, mais un conseiller financier ou un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas un vendeur de produits. C'est quelqu'un qui va partir des objectifs clients, qui va passer du temps dans cette relation et qui après va chercher sur le marché des produits qui sont cohérents avec les attentes du client. Et du coup, voilà, c'est un bien particulier, ça nécessite une approche particulière. Il faut être vigilant là-dessus parce que du coup, faire de l'argent pour faire de l'argent, j'avais beaucoup de clients qui me disaient mais Monsieur Noray, c'est quoi la différence entre gagner 4% et 4,2? C'est vrai que fondamentalement, il y en a pas énormément. Si on n'a pas d'objectif derrière, ça sert pas à grand chose. Donc oui, il faut s'approprier ces sujets-là et il faut aussi comprendre tous les freins qu'on peut avoir. C'est un vaste sujet. Et puis après, ça nécessite aussi de faire un travail, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas les mêmes réflexes quand on a 20 ans, qu'on se lance dans la vie professionnelle, quand on en a 40, quand on en a 60, quand on en a 80. Il y a aussi un détachement, je pense, progressif qui se fait par rapport à l'argent, qui se fait plus ou moins rapidement d'ailleurs, qui dépend aussi de son milieu social, parce que évidemment, c'est parfois plus facile de parler avec détachement de l'argent quand on en a que quand on n'en a pas. C'est évident. Il y a plein de choses comme ça et c'est ce qui fait, je trouve, la beauté du métier, c'est-à-dire que euh, on sent bien ça quand on conseille des clients. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas le même rapport à l'argent, on sent euh, ceux qui ont vraiment compté leurs sous à un moment dans leur vie, et du coup, bah, qui ont une approche, enfin, il y en a qui sont vraiment à compter avec la virgule, Mm, mm. derrière les centimes, derrière la virgule, etc. Et puis on sent qu'il y en a qui ont un plus gros détachement.
C'est pas forcément toujours une question de volume de patrimoine, hein, c'est une question aussi de parcours de vie. Et moi, c'est ce que je trouve aussi passionnant dans nos métiers. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de relations de confiance avec tes clients. J'y ai compris, sous-entendu, également une relation sur le moyen long terme que tu souhaites peut-être pérenniser. Un conseiller gestion patrimoine, à qui il s'adresse? Parce que tu sais, moi, quand je t'avais eu au téléphone là, initialement, je t'avais dit, j'en ai l'image très certainement caricaturale du simple vendeur de Pinel qui souhaite faire des économies d'impôts à son client et c'est tout, et qui lui remet ce produit qui est dit intéressant pour faire des économies d'impôts. On pourrait débattre sur l'immobilier neuf, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. Mais j'ai vraiment cette image du conseiller, voilà, qui est juste pour vendre soit une assurance vie placée peut-être dans les dom-toms avec un avantage fiscal particulier, ou alors vendre du Pinel, mais voilà, avec pour seul but de faire diminuer l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Alors je caricature hein, bien sûr et je le fais volontairement, mais à quoi ça sert et à qui ça s'adresse? Parce que je vois comme but, ça va être peut-être pour de base créer un patrimoine, le valoriser, le développer, l'entretenir, le sécuriser bien sûr. Et tu parlais également de transmission in fine. Euh, voilà, à qui ça s'adresse et pourquoi faire? Alors, je peux, sur la profession, en tout cas des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers privés, etc., de tout ce qui est gestion de fortune, euh, je pense qu'il y a un peu de tout en fait. C'est comme chez les notaires, c'est comme chez les avocats, c'est comme chez les experts comptables. Il y en a qui sont très bons, très professionnels, et puis après, enfin, voilà, ça c'est je pense que c'est la nature humaine. Donc, on a parfois cette image parce que c'est ce qu'on peut entendre le plus dans notre entourage. Parce que à partir d'un moment où on a un certain revenu, bah, il y a des conseillers qui viennent frapper à notre porte, essayer de nous proposer des produits. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est une erreur d'approche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer par le produit, il faut rentrer par la relation humaine. Après, à qui ça s'adresse? Nous, aujourd'hui, nos clients, il y a plusieurs types. Il y a les personnes morales. C'est-à-dire qu'on attire quand même une grosse clientèle d'associations, fondations, congrégations religieuses, entreprises, même maintenant, commerciales, qui disent, bah, en fait, on croit beaucoup dans nos valeurs et on veut que ça imprègne tout ce qu'on fait. Alors avant, c'était les politiques RSE, c'était bon, l'associatif, c'était leur mission sociale, etc. Et maintenant, ça va jusqu'à bah, qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Mm, Pourquoi? Parce que évidemment, quand on est une association qui a plusieurs dizaines, centaines de salariés, voire milliers, bah forcément, on a de la trésorerie, enfin, voilà, ce qui est logique. Hein. Et du coup, il y a aussi cette réflexion de dire, bah, si nous on a de la trésorerie, il faut au moins qu'elle soit investie de manière cohérente, parce qu'on peut pas donner d'un côté pour reprendre de l'autre. C'est évident. Le livret A, par exemple, que beaucoup de particuliers ont, ça sert à financer la politique de la ville et du logement. Donc, est-ce que vous êtes satisfait du logement social et de la politique de la ville dans votre commune? Pas forcément. Pourtant, en fait, tout le monde le finance parce que tout le monde a un livret A. Donc, il y a quand même enfin, après, il y a une notion d'appropriation hein, quand même sur ces sujets-là, qui est pas simple. Donc, première typologie, en tout cas nous, de clients, c'est les personnes morales qui veulent investir en cohérence avec leurs valeurs. Ensuite, on a évidemment plutôt toute une clientèle chef d'entreprise en activité ou à la retraite voilà, qui ont un patrimoine, qui ont mis beaucoup de sens en fait dans leur entreprise, souvent hein, qui ont une approche parce que moi j'essaye de pas faire cette opposition entre l'économie sociale et solidaire, l'économie traditionnelle. Je pense que c'est d'abord l'homme en fait, et l'homme il porte en lui le meilleur comme le pire, et c'est un choix qu'il faut faire tous les jours. Et du coup, on a quelques, enfin, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui, voilà, qui ont mis beaucoup de valeur et d'humanité dans la gestion de leur société et qui, à un moment, se disent, bah oui, bah moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Comment est-ce que ça peut se retrouver aussi dans mon patrimoine? Euh, mm. donc, il y a le volet philanthropique, il y a le volet consommation, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi le volet investissement. Et ensuite, on a une clientèle plus jeune qui se construit en fait un patrimoine et qui se pose ces questions-là en disant, bah en fait, c'est quoi le sens de l'argent? Comment est-ce que je peux répondre à mes objectifs bah, voilà, de payer les études de mes enfants, de préparer ma retraite, d'acheter une résidence secondaire, de payer moins d'impôts, voilà, de donner du sens et un impact positif. Enfin voilà, toutes ces réflexions-là. Donc c'est plutôt ces trois typologies de clientèle que nous on va adresser
des plus jeunes, généralement c'est 25-35 ans, qui construisent un patrimoine, des chefs d'entreprise, cadres qui ont des beaux revenus, sont plus ou moins enfin voilà, entre 50 et 70 ans en fait, et qui réfléchissent justement au sens du patrimoine qu'ils ont, et des personnes morales qui disent nous en fait on a une mission sociale très forte qui est affichée, il faut qu'on soit cohérent dans toutes les strates de la gestion de notre structure. D'accord, très bien. Donc, juste rester sur le volet peut-être, des particuliers. Même si sur les auditeurs de la bonne fortune, il y a forcément quelques chefs d'entreprise qui nous écoutent, etc. Mais derrière ça, il reste également à titre personnel des particuliers. Est-ce que concrètement, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est en couple ou qui vit seul, peu importe, relativement jeune potentiellement, mais qui gagne que 1500 ou un SMIC, 1500, 2000 euros, aurait un intérêt quelconque s'il se pose ces questions d'éthique, de mieux gérer son argent. On a pu voir, et d'ailleurs j'en profite pour remercier Laure Verhaeghe, qui a permis cet échange aujourd'hui. Avec Laure, on a fait un épisode vraiment passionnant où elle expliquait que l'épargne sur la finance traditionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, l'épargne des Français, représente 11 tonnes de CO2 par an, ce qui représente plus que, par exemple, tous nos trajets, tous les moyens de transport qu'on utilise au quotidien. Sous-entendu de la façon dont c'est réinvesti, etc., par les banques traditionnelles. Je l'avais découvert, j'ai pris entre guillemets une petite claque en découvrant ça. Mais donc la personne qui se pose ces questions-ci et qui se dit, tiens, en effet, je souhaite mettre de l'impact sur les investissements, sur mon épargne, etc., qui peut épargner peut-être que 100, 200, 300 euros par mois. Est-ce qu'il a intérêt à venir voir un conseiller gestion patrimoine et votre cabinet peut-être particulièrement? Est-ce que ça s'adresse également à eux? Il y a une notion en fait parfois de rentabilité enfin, faut être très transparent, de rentabilité pour les conseillers financiers qui disent du coup on va mettre certains seuils en dessous desquels on va adresser plus ou moins les clients. Typiquement en banque, il y a la banque de détail et puis ensuite on peut être en banque privée et puis il y a des strates comme ça en fonction du volume de patrimoine et d'argent placé. Moi, j'aime pas réfléchir comme ça parce que je pense qu'en fait l'argent, il a la même valeur symbolique pour tout le monde, qu'on ait un petit ou un gros patrimoine. C'est d'autant plus important de bien le gérer quand on en a moins. Ça, c'est évident. Maintenant, après, c'est vrai qu'à un moment, il faut se poser des questions, c'est-à-dire, est-ce que mon patrimoine nécessite que je m'y intéresse? Je pense que déjà, oui, sur le flux d'épargne, tu as totalement raison. Enfin, il y a plein d'études comme ça, hein, comme celle que tu viens de citer, qui sortent sur l'impact social, environnemental de l'argent. On estime que, par exemple, un compte courant avec 2000 euros, ça pollue autant qu'un aller Paris-New York en avion. Donc c'est vrai que quand on a une certaine, il y a beaucoup de sujets hein, sur la voiture, l'aérien, enfin là, on voit les départs dans l'espace, etc. Donc on voit que ça pose question en tout cas. Et c'est vrai que du coup, il y a un sujet, c'est l'argent auquel on pense en fait jamais. Donc c'est vrai que même si on a un petit patrimoine, on peut déjà avoir ces réflexions en disant moi je veux une banque plus éthique, je veux que l'argent qui est déposé sur mon compte courant sur des livrets il soit plus important. Après ce qui est sûr c'est que pour répondre à des objectifs patrimoniaux à moyen long terme, il faut un certain volume d'épargne et il faut aussi avoir les moyens justement de se construire ce patrimoine. Si typiquement tu t'as parlé de cas d'investissement dans l'immobilier, etc. S'il faut faire un investissement dans l'immobilier et qu'il faut épargner chaque mois ou rembourser un crédit, s'acheter sa résidence principale, etc., ça nécessite aussi forcément de l'épargne, un certain flux de revenus. Donc, tout le monde peut se poser de la question du sens de son argent, de où il est déposé, etc. Après, pour mettre en place une stratégie patrimoniale, c'est vrai que il faut de toute manière toujours partir de la situation, du flux de revenus. Évidemment qu'il y a des seuils qui permettent de réaliser ou pas une gestion patrimoniale plus ou moins efficace. Ça, c'est libre à chacun. Et pour rebondir sur ce que tu as dit avec Laure et l'endosphère, moi je trouve ça génial parce qu'ils ont rendu ça accessible à tout le monde. Parce que c'est accessible, je pense, à partir de 100 euros d'investissement. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est même 50 euros, ouais. C'est 50, ouais, c'est ça. Je trouve ça génial, en fait. Alors, évidemment, et puis, 50 euros pour certains, ça a la même valeur que 500 ou 5000 pour d'autres. Je trouve ça génial que maintenant, ce soit accessible à tous. Il y a des banques en ligne qui sortent là-dessus, il y a des plateformes de financement participatif. Là où il faut être vigilant, c'est que, comme ça a la même importance
pour un plus petit patrimoine et un très gros, ce qu'il faut, c'est quand même se poser les bonnes questions et pas faire n'importe quoi. Parce que évidemment, quand c'est plus risqué, quand c'est pas disponible, etc., et que on a moins de matelas de sécurité, il faut être d'autant plus vigilant. Donc, je pense que on se rend compte, hein, souvent, c'est ça le paradoxe, c'est que comme les clients les plus fortunés sont les plus accompagnés, c'est eux qui font les meilleures opérations, alors que parfois, justement, les clients les moins fortunés, c'est eux qui auraient peut-être besoin des meilleurs conseils pour faire les choses vraiment intelligemment et pas se faire avoir. Et on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Donc c'est ça qui évidemment est dommage. Ouais. Donc il y a un vrai sujet pour que en fait les plus petits patrimoines prennent à bras le corps en fait ces sujets et s'intéressent à tout ça. Et donc c'est pour ça que ces podcasts ça rend tout ça accessible. C'est chouette. Ouais, exactement, c'est vraiment le but, hein, de démocratiser, la finance, au sens large et encore une fois, le fait d'investir avec du sens, avec des valeurs et cetera, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse également de véhiculer parce que, comme tu le disais en introduction, l'argent peut permettre, tout, le meilleur comme le pire et c'est vrai que si, on met l'énergie de façon bien orientée et cetera, on va pouvoir permettre, l'évolution de, on évoquait l'endosphère, donc la transition énergétique, ça peut être, quelque chose un petit peu plus solidaire. Tu parles de finances solidaires, on va revenir un peu après sur les deux piliers que tu as. Encore une fois, pour les particuliers qui ont peut-être moins de moyens, c'est très très intéressant ce que tu dis. Ils vont peut-être avoir tendance à se cramer les ailes plus facilement, aller sur des choses peut-être beaucoup plus risquées, typiquement les crypto-monnaies. Quelqu'un qui peut mettre que, je sais pas moi, 50 ou 100 euros d'épargne par mois ou qui n'a que 2000 euros à investir, il va peut-être être tenté de faire un tapis sur de la crypto-monnaie qui potentiellement, je pense, est pas inintéressant. On pourra en parler plus tard, mais c'est peut-être pas forcément une très très bonne stratégie parce que là, même si on est sur un système qui est assez liquide, on peut récupérer l'argent très très facilement, mais par contre, il y a une volatilité telle que c'est de prendre des risques si on a besoin de cet argent, d'investir all-in dedans. On a pu le voir, tous ceux qui sont rentrés là il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils ont divisé par deux. Le Bitcoin était à 60 000, c'est passé à 30 000. Ils ont divisé par deux leur épargne. Donc, si tu en as besoin tout de suite maintenant, c'est peut-être pas intéressant. Et c'est peut-être une épargne qui est plus sur du long terme. Tu parles d'approche par objectif. En effet, en fonction que la personne ait 20 ans ou 60 ans, on va pas avoir les mêmes objectifs. Et donc, j'imagine que vous proposez pas le même type de placement en fonction des objectifs de chacun. Faut toujours partir des objectifs, ça c'est évident, et après du profil aussi de l'investisseur, en disant quel est ton niveau de connaissance, parce que si c'est pas acquis en fait, on risque de faire des mauvaises opérations. Typiquement pendant la crise Covid, il y a eu deux réactions. Il y a eu ceux qui ont vu les marchés financiers dégringoler, qui ont pris peur, ce qui était légitime hein, en plus à l'époque parce qu'une crise sanitaire. Et on prend rarement des bonnes décisions quand on est dans cette situation-là. D'autant plus si ça représente une part conséquente du patrimoine. Donc on a tendance à vouloir le sécuriser, alors que ceux qui ont réinvesti à ce moment-là ont fait des bien meilleures opérations. Donc nous, justement, le but, c'est de dire, on part des objectifs, on part du profil de l'investisseur, on part de sa situation familiale, patrimoniale, etc. Et ensuite, on arrive à construire un patrimoine global où chaque véhicule financier, chaque véhicule d'investissement a son intérêt, répond à un objectif et est cohérent avec la situation du client. Et je pense que ça, c'est important de travailler comme ça. C'est vraiment le fonctionnement en entonnoir. C'est les objectifs, les produits, comment est-ce qu'on intègre des critères éthiques, etc., quelle place ça représente. Et petit à petit, en fait, le patrimoine, il se construit de manière mécanique en fait, hein, tout simplement. C'est pas une fois qu'on a cette logique-là et ces réflexes-là, c'est pas si compliqué que ça en fait. Quel type de produit vous, au niveau du cabinet, vous proposez? Parce que, j'imagine que, vous allez être contraint, avec ce qui se fait de façon si traditionnelle, je pense aux assurances vie, peut-être, investir dans des SCPI, peut-être même du Pinel, je sais pas. Enfin, quel type de produit, concrètement vous proposez au niveau du cabinet? Il y a trois grandes familles. Il y a les contrats financiers en règle générale, Mmh. c'est-à-dire assurance vie, PEA, compte titre, où là on va investir sur les marchés financiers. Alors l'avantage que ça, c'est que on peut faire fructifier l'épargne efficacement avec souvent quand même des avantages fiscaux, etc. Le deuxième avantage, c'est quand même la liquidité. Mmh.
c'est-à-dire que c'est de l'argent qui souvent est disponible, alors sauf, on voit qu'il y a des petites clauses hein, dans ces contrats-là, mais Ou même pour le PEA, l'ouverture, si on retire trop tôt dans les 5 ans d'ouverture, déjà on bénéficie pas de l'avantage fiscal. oui, c'est ça, En plus, on clôture l'enveloppe et on repart de zéro, quelque sorte. c'est ça. Mais l'argent est disponible si vraiment il y a un besoin. Oui, si vraiment il y a un besoin, l'argent est disponible. C'est simplement qu'il est plus avantageux d'attendre un petit peu, d'attendre certaines dates fiscales, etc. Mais en soi, il est disponible. Euh, ensuite, l'inconvénient, c'est que comment est-ce qu'on fait pour gérer ça sur les marchés financiers qui sont pas toujours simples à lire, hein, en fait, tout simplement. Et c'est pas simple non plus d'intégrer des critères éthiques et solidaires dans ces véhicules-là. Alors, on y arrive de plus en plus, on pourrait y revenir. Donc, première famille, les contrats financiers. Deuxième famille, c'est l'immobilier. Donc, de l'immobilier collectif. Alors, il y a plusieurs formes d'immobilier. Hein. Soit vous pouvez faire de l'immobilier vous individuellement, et il y en a qui s'en sortent très bien. Ça peut être encouragé. Ce qu'il faut, c'est simplement quelqu'un qui s'y connaisse et qui ait envie surtout d'y passer du temps, parce que en fait c'est surtout ça, c'est que ça prend du temps. Et donc il y a une réflexion à dire est-ce que moi j'ai plus d'intérêt à travailler et puis percevoir des revenus, et puis à déléguer cette gestion de l'investissement immobilier, ou est-ce que moi je préfère le faire moi-même, sachant que les marges pourront peut-être être plus intéressantes si je le fais moi-même, mais il faut prendre en compte le temps passé et la concentration du risque. En disant si j'achète un immeuble alors qu'en fait de manière collective je pourrais en acheter plusieurs dizaines, le risque il est beaucoup plus concentré, ce qui est logique. Par contre leur rentabilité peut être plus forte. Et puis après, il y a une question de goût aussi, je pense, sur l'immobilier. Je pense que les Français, ils ont vraiment une brique dans le ventre. Et du coup, il y en a qui sont passionnés par ça et donc qui ont envie de le faire et c'est très bien. Mais il peut y avoir aussi des formes d'immobilier collectives Mhm. qui là peuvent être intéressantes, c'est-à-dire qu'on délègue cette gestion-là. Tu as parlé des SCPI, il y en a d'autres, on fait aussi des club deals, des choses voilà, beaucoup plus sur mesure. Et ensuite, ça dépend des montants à placer, ça dépend de la durée de placement, ça dépend sur quelle thématique on veut aller. Est-ce qu'on veut faire de la logistique, est-ce qu'on veut faire du commerce, est-ce qu'on veut faire du bureau, voilà. Et ensuite, alors nous, on n'adresse pas ça, mais il y a tout ce qui est immobilier de défiscalisation. Pourquoi? Parce que il y a des études qui sont sorties qui disaient que sur cet immobilier-là, il y avait 50% des investisseurs qui avaient perdu de l'argent. On trouve que c'est un marché où souvent la défiscalisation est intégrée dans le prix, etc. Je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis que en fait la sélection des biens est super importante et que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y en a Mhm. qui se font complètement avoir sur le prix, sur tout ça, et il y en a qui font des super opérations. Donc c'est assez inégal en fait comme marché, je pense. Et du coup, il faut, si on fait le bon investissement, ça peut être une très bonne opportunité. On estime que sur ce marché, en tout cas, on ne veut pas se positionner, donc on ne propose pas ça à nos clients. Et ensuite, nous, il y a tout ce qui est défiscalisation, donc private equity, etc. Non coté. Là, on est vraiment très spécialisé sur comment est-ce qu'on investit dans l'économie sociale et solidaire, donc dans des entreprises qui ont des statuts spécifiques, entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc là, on va retrouver tout ce qui est entreprise d'insertion, entreprise adaptée pour personnes handicapées, tous les projets de microfinance, financement de tout le tissu associatif, etc. Et du coup, là, c'est comment est-ce qu'on investit, soit sous forme de capital, soit sous forme de dette. Et donc là, c'est du capital risque. On investit dans des structures non cotées de l'économie sociale et solidaire. Et là, nous, ça représente à peu près 35% de nos encours parce que c'est tout notre savoir-faire et c'est tout le positionnement du cabinet. Donc voilà, donc trois grandes familles. J'espère avoir répondu à ta question, mais de produits, les contrats financiers, Ouais. l'immobilier et le non coté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on investit dans l'économie réelle. Et le non coté, nous, solidaire, parce que c'est ce qui nous passionne le plus en tout cas. Ouais, super intéressant. Vous avez quand même un panel de classes d'actifs tout un éventail qui couvre peut-être 70, 80, 90% des classes d'actifs. Peut-être pas celles les plus exotiques comme peut-être l'art, le vin, Oui, les crypto-monnaies, les montres, les voitures. Je sais pas, est-ce que vous êtes sur des types de produits? non, ça sur ces types de. Alors, honnêtement, tu as totalement raison. C'est-à-dire que là, les trois grandes familles de produits dont j'ai parlé, ça représente 90%, 95% de la gestion patrimoniale, en fait. Après, il peut y avoir des clients qui ont une sensibilité ou qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui s'intéressent au vin, qui s'intéressent à l'art. Et dans ce cas-là, on se met à côté de lui et on recherche avec lui. Mais c'est vrai que c'est pas nous qui allons en parler directement au client. C'est plutôt quand on fait justement la prise des objectifs du client
c'est là où en fait le sujet peut venir sur la table et que il peut y avoir souvent c'est des sujets plutôt de passionnés ou de personnes qui ont envie justement de s'intéresser à tout ça, et ce qui est très bien et ce qui peut très bien fonctionner. Mais encore une fois, ça dépend des objectifs. Ça reste marginal, ouais. Ouais. Fait. On va essayer de brosser justement un tableau par rapport à ces trois piliers que tu évoquais, donc les marchés financiers, l'immobilier et puis le marché du non-coté. Au niveau du cabinet, vous avez donc ces deux axes en tout cas qui vous sont chers, donc la finance solidaire d'une part et le partage du profit d'autre part. Tu évoquais tout à l'heure des labels, etc., etc. Comment on fait pour, dans une assurance vie ou sur un compte titre ou un PEA, sur quel type de société, vous accompagnez les clients en fonction de leurs objectifs et cetera bien sûr, mais quel type de choses on peut faire? Parce que typiquement un compte titre ou un PEA, j'imagine le CAC 40, Total, par exemple, on investit sur Total. Est-ce que c'est un investissement, dit éthique, que vous pourriez proposer à vos clients? Même si on voit qu'il y a de plus en plus de labels qui se mettent en place, quel type de produits sur ces marchés financiers traditionnels vous arrivez à avoir? Si tu veux, je peux expliquer un petit peu comment nous on voit le milieu financier et ses critères éthiques et solidaires. Pour nous, il y a trois types de finances. En fait, il y a la finance traditionnelle, c'est simple, tout le monde comprend, c'est maximiser le profit. Ensuite, il y a l'investissement socialement responsable. C'est comment est-ce qu'on intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à la gestion financière. C'est ce qu'on appelle des critères extra-financiers. Mmh. Là encore, il n'y a pas tout le temps les mêmes approches. On va rentrer dedans. La troisième forme de finance, c'est la finance solidaire. C'est comment je dirige une partie, toute ou partie de mon épargne, vers l'économie sociale et solidaire. Dans ces familles, donc la finance traditionnelle, je laisse un peu de côté sur la maximisation du profit. Sur l'investissement socialement responsable, en fait, le principe, c'est simple. C'est de dire, on va investir en bourse, on va prendre un univers d'investissement. Cet univers d'investissement-là, on va appliquer certaines exclusions en disant, est-ce que moi j'investis dans tous les secteurs ou pas? C'est possible. Total, par exemple, c'est le premier producteur, puisque tu l'as cité, c'est le premier producteur d'énergie verte en France. C'est lui qui a le plus de moyens. Après, en pourcentage de chiffre d'affaires, c'est pas ça. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus complexe. Donc, on peut très bien dire, on exclut certains secteurs. Typiquement l'alcool, typiquement l'armement, typiquement les énergies fossiles, c'est possible. Euh, Ensuite, donc, l'univers d'investissement va se réduire. Dans cet univers d'investissement réduit, les sociétés de gestion qui vont se charger justement de réaliser au quotidien les investissements, ils vont dire on va noter les entreprises sur les fameux critères ESG, environnement, social et gouvernance. On va leur mettre une note et les mieux notés, on va pouvoir les sélectionner. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne en entonnoir et du coup l'univers d'investissement va se réduire, se réduire, se réduire et après on applique la gestion financière traditionnelle. Et donc, l'ISR, en fait, l'investissement socialement responsable, c'est qu'on intègre ces critères ESG de manière très poussée. Voilà. Alors, il y a des limites à ça. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a plusieurs approches. Il y a de dire, une fois qu'on a réduit l'univers d'investissement en excluant certains secteurs d'activité, une fois qu'on a mis les notes ESG, environnement, social, gouvernance, comment est-ce qu'on sélectionne? Alors, il y en a qui vont dire, nous, on sélectionne les meilleurs élèves de la classe. Ça s'appelle l'approche best in class. C'est dire, en fait, dans chaque secteur d'investissement, je prends celui qui a la meilleure démarche. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a le best in universe. Lui, c'est le meilleur, toutes catégories confondues. En disant, en fait, je vais prendre les entreprises qui ont les meilleures politiques RSE et je vais investir dedans en pensant que c'est des thématiques d'avenir. Ensuite, il y a l'approche sectorielle. En disant, en fait, c'est une approche thématique. Moi, j'investis que sur le vieillissement de la population. Moi, j'investis que sur la transition énergétique. Moi, j'investis que sur l'accès à l'eau potable. Voilà. L'accès à l'eau, généralement, c'est plutôt ça. Donc, on voit des fonds comme ça qui émergent et qui ont. Mmh. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et il y a aussi une autre catégorie qui est intéressante. Il y a l'investissement dans les entreprises qui font le plus d'efforts. Pourquoi? Parce que on prend toujours le même exemple. Alors, c'est le plus caricatural, mais au moins il est parlant. Si on prend Total, Total, c'est très bien s'ils avancent et qu'ils changent leur modèle, parce qu'à un moment, dans la perforation des sols, dans tout ça, il y a quand même des gros sujets éthiques et environnementaux. Et donc, en fait, si Total fait un petit effort, ça a quand même beaucoup plus d'impact que quand Marc-Antoine Noiret ou Ismaël fait un effort, quoi. Et ça, c'est évident. On le voit, c'est tout le débat avec les milliardaires qui partent dans l'espace sur la consommation. Il y a pas mal de personnes qui sont quand même vent debout là-dessus. Mais typiquement, c'est ce sujet-là. Donc voilà. Donc l'investissement socialement responsable, il faut le prendre un peu avec des pincettes parce qu'il y a plein de démarches
qui s'amorce, et c'est très bien. Là où il faut être vigilant, c'est que quand on voit la liste des entreprises, il y a souvent un décalage entre les attentes du client et la liste des entreprises. Pourquoi? Tout simplement, hein. Vous prenez le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises qui sont cotées en bourse. Euh, Bon, à un moment, est-ce que vous avez l'impression de changer le monde quand vous investissez dans ces entreprises-là? Je suis pas sûr. Et c'est pour ça que nous, on trouvait que ça allait pas assez loin et qu'on a développé la finance solidaire. Après, par contre, ce qui est évident, c'est que c'est quand même super qu'elle puisse se transformer, qu'elle puisse aller plus loin sur d'autres secteurs. Et moi, je suis pas dans cette opposition entre les purs de l'économie sociale et solidaire d'un côté et les méchants d'entreprises cotées en bourse. Je pense que pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y a du bon et du moins bon dans chaque entreprise et dans chaque être humain de manière plus générale. En effet, oui. Je prenais l'exemple de Total Express, c'était aussi pour avoir ton point de vue là-dessus, parce que, en effet, demain, ça sera si ce n'est pas aujourd'hui déjà, le premier producteur d'énergie verte en France en tout cas, ou peut-être en Europe, etc. Donc, Mmh. ils partent de très 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 loin, en effet. Mais c'est sûr que s'ils arrivent à se changer de l'intérieur, bon, même si je reste persuadé que d'une certaine façon, ils sont quand même animés par le profit pour le profit. Bon, après, comme tu dis, dans tout cet univers, il y a du bon forcément un petit peu quelque part, et tant mieux si ça fait bouger les lignes. Et puis ça crée des vrais problèmes. Je me permets de te couper, mais Total, par exemple, a de plus en plus de mal à trouver des financements sur les marchés financiers. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on connaît. Et ça pose quand même un vrai problème parce que s'il doit amorcer une transition, mais qu'il n'y a pas d'argent pour amorcer cette transition, comment est-ce qu'il va se transformer? Sachant que on a quand même besoin aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'essence. Enfin, quand on va quand on se déplace, là c'est la période des vacances, tout le monde va prendre sa voiture, aller en vacances, enfin, etc. On en a quand même besoin aujourd'hui. Ouais, bien Donc sûr. en fait, il y a une demande qui est assez forte et qui, pour l'instant, alors je suis pas spécialiste du sujet pétrolier en France, donc voilà, mais la demande elle reste quand même assez forte. On demande à ce qu'ils se transforment et on les finance plus. Donc, ce que je veux dire par là, avec cet exemple, c'est que c'est pas si simple. Et c'est pas binaire, et c'est pas blanc d'un côté, noir de l'autre. C'est un peu plus complexe, et c'est pour ça que du coup, dans le sentiment des investisseurs, parce que la finalité c'est comme ça, il faut faire cette pédagogie-là. Si on dit, Ismaël, tiens, je te propose un placement, vas-y, il y a le label ISR dessus, mais que dedans tu vas retrouver Total. Si j'explique pas ça, que en fait Total ils se transforment et qu'ils font, et donc ça va être compliqué. C'est pareil sur Danone. Il y a eu l'exemple de Danone il y a quelques mois. Pareil sur Schneider Electric, pareil sur Michelin, pareil sur. Donc en fait c'est des grandes entreprises. Donc du coup ça nécessite un peu de pédagogie et surtout de comprendre que tout n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur l'investissement responsable c'est pas un problème euh, de demande, c'est un problème d'offre. Mm, Aujourd'hui, si on demande aux gens est-ce que vous voulez cumuler un rendement financier avec un impact social, environnemental positif, la grande majorité va dire oui. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rentre dedans? Comment est-ce qu'on investit en bourse avec tout ça? C'est un sujet qui est quand même assez, enfin, où il faut se creuser la tête, quoi. Et alors, il y a des sociétés de gestion, justement, et nous, c'est ça notre travail de conseiller en gestion de patrimoine, hein, c'est d'aller voir les sociétés de gestion qui sont les plus avancées sur ces sujets-là, qui ont mis les moyens humains, mm. Mhm. pour justement creuser ces sujets, avoir une méthodologie, commencer à avoir un dialogue actionnarial avec les entreprises dans lesquelles elles sont investies, etc., etc. Et du coup, voilà, ça va dans le bon sens. Après, évidemment, c'est pas parfait et ça doit être amélioré et ce sera toujours sujet à débat. Tu penses à quelle société de gestion quand tu évoques Les plus connus, il y a Ecofis, c'est la filiale du Crédit Coopératif, la filiale d'investissement, Mirova, il y a BNP, il y a la financière de l'Échiquier, il y a Mescart, il y a mm, mm, Sycomore mm, évidemment. Voilà, il y en a quand même de plus en plus, et en plus, je pense que j'en oublie, j'en oublie quand mm. même au Ouais. passage, mais il y en a de plus en plus qui en tout cas ont mis les moyens sur ces sujets-là, développent des méthodologies et du coup, voilà, ou en tout cas, le sujet est traité en interne. Après, on peut discuter avec eux de certains biais, de certaines choses, mais au moins, ils veulent faire avancer le sujet. Et ça, je trouve ça vraiment positif. Ok, impeccable. Est-ce que tu travailles avec ou tu es adhérent de Mouvement Impact France présidé par Eva Sadoun, par exemple, ou des choses comme ça? Le Move, alors on l'était en région, dans le Nord. On l'est plus honnêtement parce qu'en fait, c'était plus un réseau qui, au niveau local, était moins animé. Mais oui, oui, moi je connais bien Eva parce qu'on travaille avec la plateforme Lita.co.
et on est adhérent chez Finansol. Depuis le début en fait. Depuis en fait, il fallait 1 an d'existence pour être adhérent et donc on l'est. Donc Finansol, alors ça a changé, hein, maintenant ça s'appelle FAIR. Mais c'est une association qui justement labellise les placements solidaires et qui essaye de faire du plaidoyer pour faire avancer ce sujet-là et qui regroupe en fait tous les acteurs de la finance solidaire. Euh, et donc oui, c'était important pour nous voilà en fait d'avoir déjà de la connaissance et de faire partie un peu de ce milieu pour voilà bien comprendre comment ça fonctionne et puis ensuite essayer de développer ça. Sur le deuxième pilier, donc là, on a vu pour un peu les marchés financiers, votre approche, et cetera. Au niveau de l'immobilier, donc tu parlais de peut-être regrouper avec des club deals, et cetera. Qu'est-ce que vous proposez, particulièrement? Quelle est votre approche, là-dessus? L'immobilier, le gros avantage, c'est de pouvoir faire de l'effet de levier, quand même, souvent. C'est de dire, en fait, on s'endette et les loyers viennent rembourser tout ou partie des loyers. On espère que ce soit tout. Voilà. Et puis, il y a un effet comme ça, mécanique, qui est super. Ça, c'est pour se construire un patrimoine. Il y a aussi l'avantage de pouvoir générer du revenu de manière assez transparente et lisible, ce qui n'est pas forcément le cas quand c'est des revenus des dividendes, en fait, hein, des revenus d'actions, de contrats financiers. Euh, donc, euh, c'est une classe d'actifs qui plaît beaucoup aux Français. Maintenant, on sait que sur le volet social environnemental, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que c'est un secteur qui historiquement quand même pollue beaucoup. Euh, et il y a un parc immobilier à rénover quand même, euh, qui se dégrade et qui doit être rénové, des passoires thermiques, etc. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'immobilier traditionnel où là, le but c'est voilà d'investir dans la pierre sur des thématiques sans forcément prendre en compte des critères environnementaux et sociaux. Ensuite, il y a l'immobilier avec un tout nouveau label depuis quelques mois, qui est l'investissement socialement responsable. Et ensuite, le troisième type d'investissement immobilier qu'on peut proposer à nos clients, c'est l'immobilier solidaire. C'est investir dans des foncières qui détiennent des logements sociaux et très écologiques, de l'habitat inclusif, c'est-à-dire des colocations pour personnes âgées, pour personnes handicapées, qui vont détenir des terres agricoles pour pouvoir permettre à des agriculteurs de s'installer, etc. Trois types d'immobilier: l'immobilier classique, l'immobilier socialement responsable, l'immobilier solidaire. Après, là-dedans, le client, il choisit un peu ce qu'il veut en fonction de ses besoins, de sa situation, de ses objectifs. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. On part des attentes du client. Mais en tout cas, en termes de secteur d'activité, c'est ça. Donc, sur l'immobilier classique, je sais pas si tu veux que j'en dise un mot, mais On a déjà fait des émissions complètes, sur le sujet, notamment une excellente émission avec Martin Ménez, le ouais. cofondateur de Bivouac. Mais par contre, ouais, l'immobilier, par exemple, l'immobilier ISR, ça consiste en quoi exactement? Alors, pour l'instant, c'est une approche. Alors, c'est le même label que sur la partie financière, mais c'est une approche qui est différente. L'idée, c'est de dire, euh, il faut déjà faire du reporting. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas idée de comment, en fait, quelle est la consommation d'énergie des bâtiments, etc., etc. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Donc, ceux qui veulent ce label, ils vont déjà faire un travail de reporting, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des moyens pour dire, OK, nous, ça consomme autant, voilà les travaux qu'il faudrait faire pour les rénover, etc. Et ils seront réévalués régulièrement. Et ils ne garderont ce label que si la qualité, c'est surtout environnemental, hein, mais du bâtiment va s'améliorer. D'accord? Et ça c'est important en disant en fait il y a un enjeu de rénovation parce qu'il n'y a pas il y a un enjeu sur la construction évidemment de logements bioclimatiques, des maisons passives, etc. Mais il y a aussi un enjeu de dire en fait aujourd'hui quand on a des logements de bureaux, de commerce, comment est-ce qu'on fait pour que la qualité énergétique des bâtiments s'apprécie et en fait que du coup on consomme moins. Et du coup c'est une approche différente, c'est-à-dire que on va labelliser ceux qui font ce reporting et qui prouvent que dans le temps, ça s'apprécie, c'est-à-dire que ça s'améliore. Donc c'est vraiment une démarche de ceux qui font le plus d'efforts. Et c'est qui, du coup, ce sont des fonds? Comment on investit? Alors ce sera des SCPI ou des club deals en fait. Mmh. C'est SCPI ou club deal qui ont ces labels-là. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué de justement bénéficier de l'effet de levier, même si on peut potentiellement emprunter pour investir sur des SCPI, etc. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que l'immobilier classique. Si demain, je vais voir mon banquier, je lui demande 100, 200, 300 000 euros, 500 000 euros de crédit pour investir sur une SCPI ou un club deal ISR. Je pense il va être aux fraises complet, mon conseiller particulier. Honnêtement, ça dépend de la relation avec les banquiers. Et puis ensuite, il y a deux choses. On peut s'endetter pour investir dans des véhicules collectifs.
bon, ça dépend de la relation avec le banquier. Il y a des modes de financement qui existent sous conditions, etc. Et ensuite, dans les club deals, il peut y avoir, en fait, l'endettement, il est intégré dans le club deal. C'est-à-dire qu'on a, alors le club deal, en fait, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est de l'investissement un peu plus haut de gamme, plus concentré, c'est-à-dire qu'on prend une trentaine, une cinquantaine d'investisseurs qui mettent des montants un peu plus importants et on va acheter 4, 5, 6 biens immobiliers dans un véhicule collectif, mais le nombre d'investisseurs est limité et le montant d'investissement minimum, il est quand même assez élevé. Et ensuite, la structure, en fait, on a ces fonds propres qui sont apportés et la structure va s'endetter. Donc, l'effet de levier, il est déjà intégré. On peut faire les deux, hein. On peut s'endetter pour apporter les fonds propres. Enfin, voilà, on peut tirer jusqu'au bout. Oui, Mais normalement, l'idée du club deal, c'est de l'intégrer. Et donc là, on peut mettre des critères socialement responsables et surtout des critères environnementaux en fait là-dessus sur cette gestion immobilière. d'accord. Et vous, au niveau du cabinet, par exemple, sur des club deals que vous proposez, tu parles de tickets d'entrée assez importants. Donc, si demain je viens te voir et tiens, est-ce que tu peux justement, je suis intéressé pour voici mon patrimoine, voici mes objectifs, mais j'aimerais être accompagné sur le volet immobilier, notamment à travers le Club Deal, ce que vous proposez, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'accompagner? Qu'est-ce que tu me proposerais concrètement, que ce soit, enfin, pour moi, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un ticket d'entrée. Souvent, c'est aux alentours de 100, 150 000 euros. Ouais, voilà, ouais. Ça démarre là. Après, c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire soit en fait on fait un bien immobilier en direct, mais les montants ils sont quand même assez importants quand on fait un bien immobilier en direct. Mhm, On est souvent très vite dans ces eaux-là, hein, dans les 100, 150 000 euros. Et ensuite, soit en fait on fait des véhicules collectifs qui ont l'avantage d'être plus accessibles. mhm. Car les montants en fait, voilà, ils sont beaucoup plus abordables. Soit après c'est les club deals où là, bah, les montants ils sont plus importants parce que bah, justement l'idée c'est d'aller concentrer l'investissement sur des investissements très fléchés, etc. Donc il y a quelques barrières à l'entrée. Ouais, ouais, très bien. Et vous proposez, c'est quoi? C'est de l'acquisition avec de la rénovation? C'est de la construction? Il y a tout ça. Ok, ouais. Ça dépend après à chaque fois des produits qui sont. Ok, d'accord, ouais. Et après, en termes de SCPI, donc il y a des SCPI qui sont spécialisés. Il y a des SCPI qui sont, alors dans les SCPI, donc il y a ce label ISR qui est développé, Hmm. et il y a aussi un mécanisme de partage, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de SCPI qui partagent une partie des revenus au profit d'une association, au profit de structures à but non lucratif. Alors même si c'est pas des proportions énormes, sur le flux, ça représente quand même des sommes assez importantes. Ouais, ouais, très bien. Pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, où c'est pareil, donc c'est en quelque sorte comme un mini-fonds qui fait plusieurs acquisitions, etc. Et donc il y a des tickets d'entrée minimum, mais qui sont beaucoup plus abordables pour le coup que les club deals que tu évoquais, quoi. Mm. Ouais. Super. Et par rapport au troisième pilier, sur l'investissement dans l'économie réelle, même si l'immobilier en fait partie, je pense, mais l'investissement justement dans ces boîtes, dans ces PME non cotées, peut-être des startups. J'ai réalisé un épisode dédié sur l'investissement dans les startups avec Gabriel Jarosson, mais plus sur les startups du côté États-Unis. Là, tu me parlais également de véhicules fiscaux, donc j'imagine qu'on va rester sur peut-être des boîtes françaises et ou européennes. Qu'est-ce que vous proposez au niveau du cabinet? Alors nous, essentiellement, c'est quand même l'investissement donc en direct au capital d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ou le financement sous forme de dette, d'obligations, ou des produits, donc soit de l'économie sociale et solidaire, soit des produits à impact, typiquement avec l'endosphère, où en fait c'est des obligations, donc de la dette de projets énergétiques sur de la méthanisation, des cogénérateurs, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Donc là, c'est vraiment cibler une entreprise, regarder son activité, dire est-ce que cette activité-là, elle a un impact positif ou pas. Et ensuite, on rentre soit au capital, soit on la finance sous forme de dette. Je peux donner quelques exemples hein, si tu veux. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'allais te demander. C'était ma question d'après. Dans quelle boîte vous avez financé juste avant de citer les boîtes dans lesquelles vous avez pris participation dans les projets. Donc, tu le dis, donc il y a deux formes de financement. Donc, il y a d'une part la dette, donc l'obligation, où là, c'est un contrat. Donc, il y a une rémunération avec un taux qui est vraiment fixé, très, très réglementé, et souvent qui prend le pas si jamais il y a une défaillance, un couac quelque part, l'obligation doit être rendue bien souvent même avant de rendre les actions, de la prise de participation des actionnaires. Donc souvent, c'est peut-être un peu moins rémunérateur. En tout cas, c'est très réglementé, c'est fixe.
Voilà. Et après, de l'autre côté, il y a la prise de participation. Donc là, c'est de la prise d'action en direct dans les entreprises, avec des potentiels, pour le coup, illimités, mais peut-être un mécanisme un peu plus risqué aussi, quoi, par contre. Alors, sur l'économie sociale et solidaire, ou sur les projets impact, on est dans de la prise de participation ou le financement en direct. Donc, c'est pas collectif, là, justement. L'avantage que ça a, c'est qu'en fait, l'argent, il est directement fléché vers une entreprise. Et du coup, tout ce qu'on a dit sur l'investissement socialement responsable, sur le fait que parfois, sur les valeurs de l'investissement, on soit pas forcément totalement aligné, là, si on veut financer une entreprise d'insertion, on rentre directement au capital, on sait comment l'argent est utilisé, etc. C'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus concentré comme risque, évidemment. Et puis, en termes pour récupérer les capitaux aussi, il y a des mécanismes qui sont plus lourds que quand on fait des investissements collectifs, ça c'est évident. Euh, L'avantage, alors il y a deux choses, c'est-à-dire que soit on finance sous forme de capital, on rentre au capital, et dans ce cas-là en fait, c'est simple, on achète des actions, la valeur de l'action elle monte ou elle baisse, c'est fait de manière souvent annuelle, et ensuite il peut y avoir des dividendes qui sont versés, même si dans l'économie sociale et solidaire il y en a très peu qui font ça. L'avantage de rentrer au capital d'entreprises solidaires pour des particuliers, c'est qu'il y a une réduction fiscale. Donc, la loi TEPA, c'est-à-dire que 25% du montant placé, ça vient en réduction d'impôt. Et du coup, si vous investissez 10 000 euros dans une entreprise adaptée pour personnes handicapées, par exemple, vous pouvez déduire 2 500 euros, réduire 2 500 euros de votre imposition. Le nom, c'est l'IR, L'IRPME. l'IRPME, merci, oui, voilà. L'IRPME, donc 25% de réduction. Et également, est-ce que ça peut rentrer aussi dans le cadre du PEA-PME? Oui, on peut le mettre, on peut le loger dans PEA, PEA, PME. Euh, voilà, donc soit on finance sous forme de capital, ça c'est les avantages, soit on peut financer sous forme de dette. Mhm. L'avantage, c'est que en fait, c'est assez lisible, hein. Vous faites un prêt sur 5 ans, à un taux, enfin sur 5 ans ou autre, hein, sur une durée en tout cas déterminée, à un taux d'intérêt déterminé. Et la seule condition pour qu'on vous rembourse pas, c'est que l'entreprise fasse défaut. Donc, forcément, par rapport à une action où c'est la valeur de l'entreprise ou de la dette où c'est contractuel en fait, la dette est moins risquée. Après, ça dépend vers quel type de structure on va, quelles garanties sont en face, etc. Hein, c'est toujours la même chose. Mais du coup, là, l'investissement est beaucoup plus direct. Et c'est surtout que sur le sujet de l'impact, je vais donner quelques exemples, mais c'est des entreprises qui ont une activité qui a un impact juste extraordinaire, moi, je trouve, sur la société. Typiquement, je prends un exemple. Ici, dans le Nord, on finance une entreprise qui s'appelle Altereos. C'est une entreprise adaptée pour personnes handicapées. Alors, ils ont plusieurs métiers, hein, mais ils font de la dématérialisation informatique, c'est-à-dire que si vous écrivez un courrier chez Orange, à la SNCF, etc., il arrive à Tourcoing, dans le Nord. Et donc, c'est des personnes qui ouvrent le courrier, qui le scannent, qui vont ensuite jusqu'à le faire rentrer sur l'interface des intermédiaires. Il y a aussi tout un centre d'appel téléphonique, etc. En fait, c'est toute une offre pour les entreprises, du conditionnement, etc. Mhm. Et sur 450 à peu près employés, il y en a 83% en situation de handicap au dernier chiffre. Donc, c'est des personnes qui sont reconnues travailleurs en situation de handicap. Et donc, c'est assez impressionnant parce que c'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, qui fait du résultat, qui a un impact social très fort. Et on peut devenir actionnaire de cette SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Autre exemple que je peux donner, mais on peut financer une entreprise qui s'appelle Le Chênelet, c'est une entreprise d'insertion qui travaille dans le Pas-de-Calais, près de Calais, Boulogne, etc. Qui, eux, justement, ils ont pour objectif de remettre les gens au travail et de leur rendre leur dignité par le travail. Et donc, ils ont une scierie, en fait, c'est du bois local qui viennent, qui découpent, et donc il y a des métiers industriels comme ça, et ils font tout ce qui est palettes, des Mhm. palettes en bois, en fait, avec des personnes en insertion. Ils ont développé aussi toute une activité sur l'alimentaire, le conditionnement alimentaire, et jusqu'à la construction de bâtiments écologiques. Donc voilà. Donc voilà, on peut avoir et là en fait c'est assez facile. L'argent, vous devenez actionnaire, il y a une valeur de la part, et votre argent, grâce à votre argent, on peut donner en fait le nombre d'heures d'insertion, le nombre de personnes qui ont retrouvé un emploi, voilà, les tonnes de CO2 évitées. Hein. Si on finance un projet sur l'endosphère de méthanisation, typiquement il y en a en ce moment, on sait le nombre de tonnes de CO2 évitées. On peut financer des associations aussi. On a financé l'UCPA. L'UCPA, je pense que ça parlera à beaucoup de gens, c'est sur tout ce qui est les voyages avec de l'activité physique, etc.
à destination des jeunes, et ils ont toute une politique sociale aussi Ouais, ouais. pour les personnes qui peuvent pas forcément partir en vacances, etc., qui n'ont pas les revenus. Donc on a pu financer cette association, on a pu financer une association qui s'appelle Crésus, qui lutte contre le surendettement. D'accord. Et quand vous financez ce type d'association, quel est le mécanisme? D'où provient derrière juste sur le volet financier, la rémunération? Alors c'est de la dette en fait qui est faite et qui est apportée aux associations. Donc souvent c'est une dette qui est faite en complément d'autres choses, parce que évidemment les associations ils ont des partenaires bancaires, mais parfois ils ont aussi besoin enfin, le banquier c'est souvent comme ça, hein, c'est si vous lui demandez 100 il va vous prêter 80. Ouais, bien Donc, sûr. donc en fait il faut mettre un apport où il faut et ça peut rassurer aussi quand il y a plusieurs acteurs autour de la table. C'est ce qu'on appelle du cofinancement. Et donc souvent en fait les associations et de plus en plus elles disent bah, le cofinancement au lieu d'avoir plusieurs banques et de faire ce qu'on appelle un pool bancaire, c'est-à-dire un regroupement de deux trois acteurs bancaires, bah, en fait on va laisser une place aux particuliers et ce qu'on appelle l'épargne citoyenne, etc. Et c'est là où on va pouvoir retrouver toutes les plateformes de financement participatif. Et nous aussi, bah, c'est là où c'est important tout le réseau qu'on a pu tisser dans cet environnement-là pour pouvoir aller chercher ces produits-là. Quel type de rendement peut être attendu par les investisseurs sur ce type de projet là, financement associatif par exemple? Bah, L'UCPA, par exemple, c'était sur 7 ans un taux de 2,5% par an. D'accord. L'association Crésus, c'est sur donc eux ils luttent contre le surendettement. Il faut savoir que le surendettement c'est la cause de 3 suicides par jour Mmh. et qu'il y a un dossier de surendettement qui est déposé en France enfin toutes les 3 minutes. Euh, donc c'est un vrai sujet. Et eux, ils accompagnent plusieurs dizaines de milliers de ménages chaque année sur bah, justement l'accompagnement, comment est-ce qu'on se remet à l'endroit psychologiquement, humainement et aussi financièrement, comment est-ce qu'on peut construire un nouveau budget, etc. Eux, donc c'est du financement sous forme de dette, et donc c'est un taux de 1,5% par an sur 3 ans. Voilà. Donc on voit que par rapport à un livret A, c'est simplement le triple en termes de rendement, et l'impact social, il est là. Ouais, donc typiquement, on va peut-être quand même avoir d'une façon générale des rendements quand même moindres que la finance traditionnelle, mais par contre un impact vraiment réel et donc c'est vraiment tout là que ça prend son sens justement de dire j'investis avec du sens en dehors de la simple question purement financière et de s'enrichir pour s'enrichir. Peut-être qu'un investisseur va avoir un rendement un peu moindre qu'une assurance vie, que typique par des banques et encore après on Et encore, reviendra ça dépend, hein. et Ça encore dépend. après, on y reviendra, mais typiquement que de l'immobilier, que du crowdfunding immobilier, et cetera, qui vont proposer des rendements 5, 10, potentiellement 12%. Mais là, par contre, on a vraiment un impact direct et réel dans la société. On investit avec du sens et on peut choisir. Voilà. Et en plus, on peut mixer peut-être avec d'autres types de produits, peut-être un peu plus performants chez vous, les SCPI, les club deals, ou alors la partie marché financier. Mais en tout cas, sur ce volet equity, on a vraiment un impact direct et c'est vrai que c'est intéressant. Euh, Celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés peut-être pour être accompagnés par votre cabinet, déjà première question, est-ce que vous travaillez, j'imagine que je connais la réponse, mais à distance déjà. On peut pas être, c'est pas forcément obligatoire d'être en physique sur l'île. Quelqu'un qui serait à Toulon, à Marseille, peut-être même du Canada, euh, où sais-je. Est-ce que vous pouvez accompagner, travailler à distance? Alors nous, on a tous les outils pour ça. Surtout bah, là, avec le Covid, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup développé. Après, ce qui est toujours intéressant, c'est aussi cette rencontre humaine. Donc, on essaie quand même de rencontrer nos clients parce que l'idée, nous, c'est pas d'avoir un grand nombre de clients, c'est plutôt d'être très qualitatif avec un plus petit nombre. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Donc, on est quatre dans le cabinet. Et le but, bah, justement, c'est d'avoir un nombre de clients qui nous permet aussi d'entretenir une relation de proximité. Parce que si, en fait, aujourd'hui, moi, si je gère 300 ou 400 clients, bah, j'aurais pas le temps justement d'aller sur le terrain, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de faire le suivi. Donc l'idée justement, c'est de dire on a un plus petit nombre de clients. Maintenant, après, on a des clients, oui, qui habitent pas dans la métropole lilloise. En fait, on travaille beaucoup sur l'île et sur Paris. Mhm. Et ensuite, on a des clients qui sont dans d'autres villes parce que bah, c'est leur parcours de vie, mais on se connaît et puis on se rencontre de temps en temps. Mais après, pour la gestion, en tout cas financière, euh, on peut aujourd'hui tout faire à distance, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. En termes de modèle économique, de frais par rapport à votre rémunération, comment ça fonctionne lorsqu'on souhaite investir? Est-ce que les frais sont différents si on souhaite investir sur le volet marché financier, sur le volet immobilier ou sur le volet equity? Ou est-ce que vous avez des frais fixes en fonction des montants qui sont investis, etc., etc.? Comment vous fonctionnez
J'imagine que vous avez une importance sur la transparence. Peut-être ce qui manque au milieu de la finance traditionnelle, les banques corporate, peut-être, des fois, il y a ce qu'on appelle les frais cachés. Comment vous fonctionnez? Alors oui, sur la partie finance solidaire, investissement impact en direct, en fait, c'est assez simple, c'est une facturation. Voilà. De conseil. Donc en fait, c'est assez transparent pour le client. Il y a une lettre de mission dans laquelle on lui expose la facturation. Et puis ensuite, bon, lui, il est très au courant des frais et c'est uniquement cette facturation sur laquelle on va se rémunérer. Sur la partie immobilière et contrat financier, là, ce qui est plus compliqué, c'est que c'est pas forcément nous qui sommes décideurs de la rémunération. Ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec plusieurs sociétés de gestion, plusieurs banques, plusieurs assureurs, et que c'est eux qui mettent un taux de rétrocession en fait des commissions. Donc nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est que ce soit, et de toute manière, c'est la réglementation qui oblige à ce que voilà, facialement devant le client, avant chaque investissement, il y ait bien le montant de rétrocession, le montant des frais, etc., etc. Mais ça fonctionne de manière plus classique et peut-être un peu moins transparente sur ce sujet-là, même si aujourd'hui on a quand même de plus en plus d'exigences réglementaires et je trouve que c'est tant mieux sur ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment décideur. Et ouais, bien sûr, parce que quand on voit par exemple certaines banques traditionnelles qui vont imposer par exemple des frais d'entrée pour une assurance vie à 3%, plus éventuellement des frais de gestion, plus éventuellement des frais de sortie, il faut déjà absolument que le marché performe de 5% minimum pendant 5 ans pour que ce soit, ne serait-ce retrouver ses billes, quoi. Euh, les frais peuvent être vraiment dévastateurs pour l'investisseur, quoi, d'une certaine façon. Et d'autant plus quand ils sont pas anticipés, connus ou un peu mis sous le tapis pour éviter voilà, de refroidir un petit peu. Donc, oui, je pense qu'il y a encore peut-être beaucoup de travail pour les acteurs, en tout cas traditionnels, pour pouvoir. Mais comme tu le dis, ça se démocratise et au moins ça va dans le bon sens, que ce soit d'une part d'une façon réglementaire où il y a de plus en plus de contraintes et puis et même une volonté et un argument même commercial pour d'autres qui vont justement mettre en avant leurs frais, comme tu dis, ben voilà, tu signes une lettre de mission, il y a un contrat, il n'y a pas de frais cachés, c'est comme ça, et il n'y aura pas de mauvaise surprise à la sortie, quoi. Mhm. La complexité, c'est qu'en fait, c'est parfois un empilement de frais en fait quand on passe par un assureur. Donc il y a le contrat d'assurance vie, si on prend le cas le plus typique, et dedans il y a des investissements dans des sociétés de gestion et dans des véhicules qui eux aussi ont leurs frais. Et donc en fait, c'est ces différentes couches qui sont parfois complexes à appréhender pour l'investisseur. Et ce qui est logique. Mhm. Maintenant, voilà, c'est des modèles qui sont en train d'évoluer d'ailleurs là-dessus, et je pense qu'on va vers plus de transparence, donc bon, c'est tant mieux. Même si après il y a un enjeu aussi de pas noyer le client sous des tonnes de papier où en fait à trop donner d'informations, parfois on n'en donne plus. Donc, c'est un peu ça le bémol. Mais donc oui, je pense que c'est quand même un enjeu fondamental. Ok, super intéressant. Quelle est ta vision sur l'arrivée de la blockchain sur tout le milieu de la finance, peut-être et peut-être plus particulièrement au niveau du cabinet? Comment vous abordez la chose? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une technologie qui est plutôt positive, plutôt particulière? Est-ce que vous souhaitez l'embrasser? Sur la blockchain, alors nous déjà il y a une chose, c'est sur comme on est très spécialisé sur les sujets d'impact sociaux, environnementaux. Déjà d'un point de vue environnemental, ça c'est sujet à débat. En disant il y a enfin voilà il y a ce sujet où ça fonctionne technologiquement, mais il y a aussi le sujet climatique. Du coup, c'est première réaction. Je suis pas un spécialiste de la blockchain, mais en tout cas quand là-bas. Maintenant, je pense que évidemment, c'est des sujets qui se développent de plus en plus, qui ont des super taux de croissance, et je pense qu'avec les nouvelles générations, c'est des choses qui vont se démocratiser. Maintenant, il y a des vigilances à avoir. C'est comme tout, quand il y a des nouveaux domaines qui se créent, quand voilà, il y a quand même des réserves qu'on peut émettre. Mais après, je pense que ce sont des choses qui vont se démocratiser de plus en plus. On le voit, on parle de plus en plus, on a de plus en plus. En fait, c'est des sujets qui viennent du terrain, c'est par les clients qui nous en parlent. La blockchain, les crypto-monnaies, l'investissement en ligne. On sent qu'il y a toute une tendance de fond, il y a une lame de fond, et les nouvelles générations, forcément, sont beaucoup plus averties sur ces sujets-là. Donc voilà, je pense que ça va se démocratiser. Maintenant, c'est comme tout, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est parfait, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est pourri. Faut quand même creuser un petit peu, se faire son propre avis. Ce qu'il y a, c'est que on parlait tout à l'heure de transparence, de complexité, etc. C'est là où il faut être vigilant aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas reproduire c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients, par exemple, qui nous parlent des investissements dans les crypto-monnaies.
Bon, s'ils ont envie d'y aller, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement? Est-ce qu'ils savent le risque que ça induit, etc. C'est plutôt ça les questions qu'on va leur poser. C'est pas un non catégorique pour faire des investissements, je veux dire, plus traditionnels. Ça peut être pertinent dans une allocation d'actifs globale. Maintenant, la question, c'est la proportion que ça représente. Est-ce que ça répond à un objectif du client ou pas? Et est-ce que le client comprend comment ça fonctionne et comprend le niveau de risque? Euh, et donc, voilà, il y a quand même quelques réserves à avoir. Euh, et parce que justement, c'est là où, quand on est sur ces nouvelles technologies qui vont rendre ça plus accessible, Mhm. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on risque de toucher aussi une cible de clientèle qui a peut-être des volumes d'épargne moins importants. Et du coup, c'est là où il faut être d'autant plus vigilant pour pas se faire avoir et pas promettre des rendements stratosphériques qui après pourraient se retourner contre ces personnes pour qui bah, c'était notre discussion de départ. Hein, l'argent, ça reste un bien quand même un peu spécifique et donc voilà, faut être vigilant. Ouais, super, super intéressant. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue, moi, technologique, je suis vraiment de nature assez optimiste et je pense que, tu vois, on évoquait tout à l'heure les différentes plateformes qui permettent de démocratiser un petit peu les choses et puis de rendre de l'accessibilité aux épargnants, aux investisseurs. Et je pense que d'une certaine façon, la technologie de la blockchain, hormis les crypto-monnaies, mais vraiment la technologie de la blockchain va pouvoir peut-être même accélérer, accentuer, notamment au travers le processus peut-être de la tokenisation de certaines choses. Et donc, oui, mais par contre, je partage mille fois ton avis. C'est pas ni tout blanc ni tout noir. On est capable du meilleur, du pire. Et puis, donc, ouais, ouais, il y a quand même des précautions à prendre, etc. Oui, oui, non, mais après sur la technologie, je pense que de toute manière, faut pas aller non plus contre le sens de l'histoire. Je pense que la technologie, elle va se développer de plus en plus et qu'on aura des outils comme ça qui vont émerger. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces outils, ils soient au service quand même du bien commun. Je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est au service Mhm. du bien commun, de l'économie réelle, d'une finance plus responsable, plus vertueuse. Donc, si ces outils technologiques ils sont à ce service-là, pas de souci, on y va. Mais voilà, c'est plutôt ça. En tout cas, moi, c'est mes remarques. Et c'est vrai qu'avec du coup tout le positionnement du cabinet, c'est là où on va être ultra vigilant. À titre personnel, toi, tu investis sur les crypto-monnaies? Non. J'avais cru comprendre. Sur quel type de classe d'actifs tu investis, si c'est pas indiscret, à titre personnel? Qu'est-ce que tu aimes bien? Bon, on a cru comprendre hein, au travers, bon voilà, ce que le cabinet que tu as monté, voilà, toutes tes valeurs, tes engagements. J'imagine que tu es peut-être investi sur tout ce que tu as cité, tout ce que vous proposez au niveau du cabinet. Bah, c'est un peu ça. C'est du financier avec des critères socialement responsables, de l'immobilier et du non-côté solidaire aussi. D'accord, ouais, très bien, très bien, très bien. Vous accompagnez également les personnes pour toute la question de la succession d'une certaine façon, donc la transmission, enfin la succession, la donation, etc. Ah oui, oui, oui. Vous travaillez en partenariat peut-être avec des notaires spécialisés ou... Alors, sur ça, c'est toujours comment est-ce qu'on aborde la question avec un client. Au départ, on parle de ses objectifs et dès qu'on a un client qui nous parle de transmission aux enfants, de protection du conjoint, etc., on va poser des questions sur son régime matrimonial. Est-ce qu'il a déjà fait des donations? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il a envie de faire une donation du vivant ou est-ce qu'il a envie de transmettre lors de son décès? Et là, ensuite, bah, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle un bilan patrimonial, en fait, où on va dire, bah voilà, on prend des hypothèses. Aujourd'hui, si toi, Ismaël, tu as un accident, comment ça se passe pour la transmission de ton patrimoine? On met les chiffres en face et ça permet en fait de voir en fait quand on a les chiffres en face, il y en a qui prennent conscience en fait de niveau des droits de succession qu'ils vont payer, comment ça va se passer pour la protection du conjoint, de comment ça va se passer pour les enfants, parce que par exemple si on a un patrimoine exclusivement immobilier, bah, au décès en fait il y a les droits immobiliers à payer, mais enfin il y a les droits sur le patrimoine global, mais les enfants ils auront peut-être pas les liquidités nécessaires, donc il faudra vendre les biens immobiliers. Et si c'est des biens immobiliers auxquels on est attaché et qui ont une valeur familiale, on n'aura peut-être pas envie de vendre ces biens immobiliers. Exactement, ouais. Sur la partie immobilière, on l'avait évoqué avec Cyril Colmagro, qui est notaire, sur les différences justement d'acquisition, notamment entre noms propres ou alors société, avec les différentes protections que tu évoques. Et sur le podcast de la bonne fortune, je ferai prochainement également une émission vraiment spécialement dédiée euh, à la transmission avec la notion de succession lors du décès ou lors de la donation, de pouvoir transmettre
de son vivant. C'est primordial. Donc évidemment, nous, en fait, on avertit le client, on lui montre, en fait, on fait les calculs et ça, on a un vrai savoir-faire sur ces sujets-là. Et ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on passe à l'acte. C'est-à-dire que nous, les régimes matrimoniaux, les donations, etc., généralement, on travaille en partenariat avec les notaires. C'est-à-dire que soit, en fait, les clients ont leur notaire et puis on travaille en interprofessionnalité, ce qui est le plus efficace, soit parfois, ils n'ont pas de notaire et du coup, bah, nous, on travaille avec quelques notaires qui sont spécialisés sur ces sujets. Écoute, en tout cas, merci pour cet échange super intéressant. Je pourrais y rester des heures et des heures. Bah, de Ça rien. fait déjà une bonne heure et quart qu'on est ensemble. Est-ce que tu as des ressources à recommander à celles et ceux qui nous écoutent, moi-même également? On sent dans tout ton message, il y a quand même une approche qui ressemble un petit peu quand même aux valeurs de la permaculture, si je peux me permettre, d'une certaine façon, avec les trois piliers: prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, et puis partager les ressources. On sent un petit peu toute cette énergie un petit peu en toi. Est-ce que tu as des ressources particulières sur le domaine comme ça de la finance solidaire, du partage du profit, etc., ou même sur tout autre domaine que tu pourrais conseiller à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, il y a évidemment des livres qui sont assez intéressants. Je pense que en parlant de la permaculture, je pense que tu veux aussi peut-être évoquer le modèle de perma-entreprise qui a été développé par Sylvain Brozard de Norcis, etc. Je viens de commander le livre, j'y ai feuilleté les premières pages et J'ai assisté à une de ses interventions et Thomas, son fils, qui travaille aussi avec lui et qui est responsable du modèle, m'a fait en fait une formation pendant un an sur tous ces sujets de la mission de l'entreprise, la perma, avec un gros zoom quand même sur la perma entreprise et ce modèle-là. super. Euh, je- c'est assez intéressant. C'est des bons outils en tout cas pour piloter les entreprises. Et d'ailleurs, dans les recommandations de ce livre, il parle que la gestion de trésorerie soit 100% responsable et solidaire. On investit avec ces critères et qu'on prenne ça aussi en compte. Donc ça m'a intéressé. Il parle aussi évidemment du partage des ressources et donc de tout ce qui est rétribution des collaborateurs, etc. Après, sur des livres qui sont plus en réflexion sur l'argent, moi j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé de Pascal Bruckner qui s'appelle La sagesse de l'argent et qui justement fait un peu le bilan parce que de ce qu'est l'argent en fait en tant que bien. C'est pas si simple en fait. C'est une monnaie d'échange. C'est voilà, ça permet plein de choses et c'est un regard donc plutôt philosophique. Mais ça ouvre en tout cas intellectuellement à se dire ben, c'est pas si simple que ça. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les différentes approches parce que ça fait quand même plusieurs milliers d'années que l'humain réfléchit quand même à ces sujets-là. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi une approche philosophique. Il faut sortir, je pense, enfin, le plus important, mais je l'ai répété quand même pas mal de fois au cours de l'entretien, mais c'est de dire, c'est vraiment comment est-ce que ça peut être un bon moyen, quoi. Quels sont nos objectifs et à quoi ça vient répondre. Alors que trop souvent, on part sur bah, combien ça rapporte. Et en fait, l'argent, c'est plutôt combien ça apporte. C'est ça la différence. Et ça, c'est fondamental, même si après, je pense que c'est une gestion en bon père de famille d'investir dans des investissements qui rapportent de l'argent, qui rémunèrent, voilà. Mais par contre, il faut quand même, je pense, avoir une réflexion intellectuelle sur tout ça. Et du coup, ce livre peut aider. La sagesse de l'argent, donc tu dis de l'auteur Pascal Bruckner, voilà, c'est un Pascal philosophe. Bruckner, d'accord, ouais, ok. Intéressant. Bah, écoute, merci pour ces recommandations. Ma liste de lecture va encore s'agrandir, mais je crois que je commanderai directement et profiter pendant la période estivale. Bah écoute, mille merci pour tout ça. Où c'est qu'on te retrouve si on veut te contacter sur les différents réseaux, sur LinkedIn, sur donc tu as le site Noir et Patrimoine également. Je mettrai tout en lien dans les commentaires. Très certainement, je ferai également un petit résumé de l'épisode que je mettrai en lien dans les commentaires également pour refaire un petit point sur justement toutes les différentes particularités que tu as citées avec voilà tous ces critères. Donc ouais, sur LinkedIn, on te retrouve le site Noir et Patrimoine et puis tu as peut-être d'autres choses, non? Instagram Ouais, c'est ça. Le site internet, c'est voilà. Bah écoute, super intéressant. Je te laisse, si tu veux, le mot de la fin. Pour les auditeurs, les auditrices, je les appelle de la Dream Team de la bonne fortune, ceux qui écoutent pendant plus d'une heure et quart.
Je te laisse conclure cet excellent échange. Déjà, merci à toi, Ismaël, hein, de m'avoir contacté et permis de faire cet échange. Je trouve ça toujours super de pouvoir démocratiser tous ces sujets qui sont complexes. Puis, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté. Et puis, sur le mot de la fin, c'est un peu la mission de notre entreprise. Nous, c'est de démocratiser une finance plus vertueuse au service de l'homme et de la nature. Et je pense que vraiment avoir cette réflexion sur comment on met la finance au service de l'économie et l'économie au service de l'homme, je pense vraiment que c'est fondamental. Et je pense que voilà, avec tous les outils pédagogiques qu'on peut développer, les podcasts, les plateformes de financement participatif, l'essor des banques en ligne, etc. Le fait que les acteurs traditionnels aussi, les banques, les assureurs, les sociétés de gestion prennent ça en compte, je pense que voilà, il faut qu'on s'y mette et on va pouvoir essayer de faire changer les choses. En tout cas, d'y mettre notre petite pierre. Exactement. Merci pour toutes ces réflexions autour de la sagesse de l'argent, pour reprendre le titre du livre. Voilà, merci Ismaël, et puis bonne écoute à tous les auditeurs. Merci Marc-Antoine, à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.